J'avais dit à Michael que quand il est parti, après la saison 5, que nous le ferions de manière à ce qu'il puisse potentiellement revenir. À l'époque, c'était un peu controversé, mais je pense qu'il a reconnu qu'au bout du compte, c'était un cadeau, parce qu'il avait genre 25 ans quand il a commencé Stargate. Il n'avait pas vraiment testé quoi que ce soit, et travailler sur cette émission était exténuant. Nous travaillons sur une émission de 22 épisodes par an, et c'est exténuant. Je me souviens quand il est revenu dans la saison 6, écrivant un scénario qui était un épisode vraiment fort, car il avait des trucs charnus à faire. Et j'ai dû penser que peut-être je ne lui avais pas assez donné de choses à faire avant. Peut-être était-il un jeune acteur dans les premières saisons, mais il était toujours autant essentiel avec le soutien de Richard Dean Anderson. En même temps, le nom de Rick était au-dessus du titre. C'est sur ça que la MGM voulait que nous concentrions les choses. Et c'est sur quoi il dépensait l'argent. Quand Michael est revenu, il avait de plus en plus de choses à faire, parce que le rôle de Rick a commencé à séduire. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée du général O'Neill. Ce qui signifiait qu'il ne courait pas, ne sautait pas, et ne tirait pas autant, et ne serait pas autant nécessaire devant la caméra. Chaque saison était différente à sa manière. Chacun avait son propre caractère distinct. Si je devais faire une distinction, pour être honnête avec vous, je ferais une distinction entre la saison 1 et la 8, puis la saison 9 à 10. C'est toute la distinction pour moi. Dans mon esprit, c'est l'équipe classique jusqu'à la saison 6. Ce moment où Michael est parti et que nous avons fait venir Corinne. Et c'est à partir de la saison 6 que Rick a commencé à réduire son temps dans la série. Je ne peux pas parler pour Michael, mais peut-être que cela avait à voir avec ce genre de connexion qu'il avait avec Rick et la relation avec Daniel et O'Neill, qui s'est peut-être estompée avec la saison 7. Mais cela avait vraiment plus à voir avec le fait que Richard Dean Anderson se dégageait lentement de la production. Vous aviez donc beaucoup moins de cette colle, cette relation fondamentale entre Jack et Daniel, et pour de nombreux fans, le cœur de la série. Pour moi, c'était juste une progression, une évolution naturelle d'un spectacle qui a duré si longtemps qu'il a dû changer. Sinon, ça aurait été très ennuyeux et le public aurait arrêté de regarder. Il n'a jamais été nécessaire de prendre une direction différente. Il s'agissait simplement de chercher des moyens de raconter des histoires. Toutes sortes de nouvelles avenues sont apparues avec un changement de ton. Je pense que la série est devenue, peut-être, de plus en plus sérieuse. Un peu plus axée sur le personnage et un peu moins syndiquée le samedi d'après-midi. Pour moi, encore une fois, ce n'était jamais une chose délibérée. C'était juste que nous savons que ces nouveaux personnages arrivaient. Certaines personnes partent, certaines personnes arrivent. Nous avons de nouveaux appareils, de nouveaux extraterrestres, peu importe. C'était une évolution naturelle. Je dirais que le personnage de Michael faisait partie intégrante du tissu de la série et que la dynamique entre Rick et Michael était excellente. De plus, Daniel Jackson était un personnage hérité du film original et à bien des égards, un personnage qui avait le cœur et l'âme de la série. Sans rien à enlever à O'Neill, Carter ou Teal'c. Mais c'était un humanitaire. Ce n'était en aucun cas des personnages unidimensionnels. Ils ont tous contribué, mais en fin de compte, Carter était un peu plus scientifique. O'Neill était un militaire. Teal'c était un ambassadeur Jaffa, pour ainsi dire. Et Daniel a vraiment joué le rôle d'humanitaire social. Donc, en plus de perdre Michael, nous avions un trou dans l'équipe que nous n'arrivions pas à combler. Et écoutez, à chaque fois que vous faites ce genre de changement dans une situation qui fonctionne, vous êtes nerveux à ce sujet. Il y avait un certain sentiment d'être triste entre Rick et Michael. Toutes nos craintes se sont dissipées très rapidement, sans manquer de respect à quiconque. Mais je peux honnêtement dire que c'était le meilleur moment que j'ai eu depuis que je faisais partie de la série. C'était super, nous avions la sécurité de la franchise Stargate. Mais c'était vraiment comme un nouveau spectacle. Et nous étions juste en train de nous amuser. Je pense que le ton du spectacle était différent. Claudia vient de donner au spectacle quelque chose qu'il n'a jamais eu. Il a toujours eu son sens de l'humour sous-jacent. Mais avec elle, ce n'était pas si sous-jacent. En tant qu'acteur, avouons-le, je faisais ça depuis 8 ans.
c'était difficile de trouver de nouveaux défis ou une quelconque fraîcheur. Donc devenue cette excitation précoce, d'essayer de trouver où se situe votre personnage dans le diaspora général. Pour autant qu'il s'agissait d'une équipe, SG1 était toujours Rick et les 3 autres mooks. Vous voyez ce que je veux dire. Puis au cours des années suivantes, c'est devenu les 3 gars et Rick quand il était là. Ensuite, c'était vraiment une équipe. Et comme dans n'importe quel groupe de personnes, vous cherchez toujours à voir où vous vous situez au sein d'un groupe. De nombreux fans et moi-même pensions que la relation entre Jack et Sam était tout aussi importante que celle de Jack et Daniel. C'était intéressant. Nous avons vu ce genre de guerre des fandoms, comme ils les appellent entre les expéditeurs Sam Jack et les slashers Jack Daniel. Ce qui était également intéressant, c'est que les fans avaient tendance à distinguer chaque petite nuance de la série. Par exemple, dans un épisode, Daniel et Sam ont été capturés et détenus dans un entrepôt. O'Neill et je pense Teal'c étaient toujours là pour les sauver, et O'Neill est allé voir Sam en premier. Et bien sûr, les slashers Jack et Daniel étaient en armes et les expéditeurs Sam et Jack étaient ravis. Et ce n'était pas scénarisé. C'était essentiel que les acteurs avaient décidé de faire avec le réalisateur en termes de blocage. Les fans ont tendance à lire beaucoup plus dans ces instants que ce qui a été conçu. En ce qui concerne les types d'histoires que nous avons racontées, Jonas remplaçant Daniel ne les a pas vraiment impactés. Sauf que Daniel a rempli une fonction et Jonas, en quelque sorte, est intervenu et a pris le relais dans une certaine mesure. Mais ce n'était pas spécifiquement Daniel Jackson en termes de formation archéologique, de connaissances et de culture ancienne. En même temps, c'est toujours intéressant d'amener un nouveau personnage, car cela ouvre les choses d'une certaine manière. Michael avait raison de dire qu'une évolution s'est produite, même si je ne suis pas sûr à 100% que c'est quand il est parti ou quand il est revenu. Je veux dire qu'il y a eu un changement naturel dans la dynamique lorsque Jonas est entré dans la série. Mais quand il a voulu essentiellement revenir en arrière, il était logique que Jonas retourne dans son monde d'origine et que Michael reprenne son rôle. Tout le monde a juste dit « Ouais, il est de retour ». Lui et moi, nous nous sommes retrouvés en bons termes. À ce jour, j'aime le voir. Nous ne sommes pas amis, mais nous sommes définitivement amis. Et j'aimerais retravailler avec lui. Les changements avec Rick ne m'ont pas choqué, car j'étais préventif. Avant que cela ne devienne quelque chose, j'ai littéralement dit « Écoutez, je veux essayer de vous garder impliqué dans la série autant que vous le voulez être impliqué dans la série. Et nous allons essayer de négocier un certain nombre d'épisodes. Donc, si vous pouvez m'en donner 6, ça serait formidable. Nous tournions différentes scènes en même temps pour qu'il puisse être avec sa fille. C'était pour qu'il puisse l'aider à l'élever. Il avait besoin d'être dans sa vie. Je l'ai compris. Mais je voulais aussi qu'il soit impliqué, parce qu'il était important pour le spectacle. Il a aimé travailler avec nous, il s'est amusé. Parfois c'était comme « Oh, allez les gars, je ne peux pas dépenser autant d'argent pour 6 épisodes. J'ai besoin d'un peu d'aide par ici. » Donc, encore une fois, j'étais préventif et j'ai dit « Écoutez, nous allons vous demander chaque année combien vous voulez en faire, et nous écrirons la saison autour de cela. » Et c'est pourquoi il est resté, et pourquoi O'Neill est apparu de temps en temps, et pourquoi il était dans le pilote pendant Stargate Universe. Et cela a apporté une certaine luminosité au spectacle. L'autre raison est que je ne voulais pas que le public pense à un Stargate post-O'Neill. Avoir de nouveaux acteurs impliqués dans la série, en particulier dans une longue série, c'est toujours quelque chose de très excitant. Ben Browder et Claudia Black étaient fantastiques. C'était un bon ajustement. Richard Dean Anderson était spectaculaire tout le temps, mais qui tournait autour de son emploi du temps. Il ne travaillait que 3 jours et demi par semaine. Amanda, Chris et Michael travaillaient jusqu'au bout pour s'adapter à son emploi du temps. La retraite de Rick a été un changement pour nous plus important que le départ de Michael. Son sens de l'humour nous a manqué dans une certaine mesure. C'est ce que le personnage de Cameron Mitchell a ramené. Même s'il en était capable, il était encore un peu un poisson hors de l'eau en ce qui concerne le programme Stargate. Nous devions en quelque sorte rattraper le retard et c'était amusant à explorer. Vala, en revanche, n'était qu'un personnage délicieusement décalé pour lequel j'adorais écrire. Le plus drôle, c'est que nous avions demandé à ce qu'elle soit un personnage régulier de la série. Et Sci-Fi nous a dit
Non, donnez-lui simplement 6 épisodes. Et puis, après avoir vu les 6 épisodes, ils ont dit qu'elle soit régulièrement dans la série. Mais nous avions dit, à ce stade, ce navire a navigué. Nous avons obtenu une 10e saison. Nous en ferons une série régulière. Nous l'avons fait. Nous avons passé un si bon moment à explorer sa trame de fond. Tout le monde aime un personnage voyou adorable. Les fans le font certainement, et les écrivains encore plus. Ben avait cette bonne attitude de ne pas vouloir que la caméra le pousse dans son premier épisode, mais de pousser sur la porte des étoiles et qu'il en soit impressionné. Juste une superbe photo que je me souviens très bien. Nous avions besoin d'un autre général. C'est là que Landry est intervenu et nous avons travaillé avec Beau Bridge qui, soi-disant en passant, est un acteur incroyable et qui a un don pour travailler. Avec Ben et Claudia faisant partie de la série, Robert et moi avions proposé de renommer la série en Stargate Command. Je suppose que la MGM était réticent, parce qu'ils ne savaient pas combien d'années de plus Sci-Fi allait nous donner. Il serait plus avantageux pour Atlantis d'avoir les saisons 9-10 de SG1. Ben est arrivé tellement préparé et je n'oublierai jamais qu'il a été collé à son canapé pendant 2 semaines à regarder chaque épisode de la série. Il est juste venu dans ce monde avec une idée beaucoup plus complète de ce qu'il voulait que son personnage soit. Les choses étaient définitivement différentes sans Richard Dean Anderson. Il y avait certainement un vide, parce qu'il en faisait partie intégrante depuis si longtemps. Je pense en quelque sorte que la série a grandi autour de lui. Au début, c'était Richard Dean Anderson et le reste de la série. Puis au fil du temps, le reste de la série grandit et il se dit « Eh bien, je peux partir maintenant ». Et cela se suffira à lui-même. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, en termes de qui a pris cette décision, juste pour continuer la série, ou à quel point elle était convaincue qu'il attirerait toujours son public sans lui. Le choix serait donc de créer un clone de O'Neill, ce qui aurait été inutile, superficiel et stupide. Ou en profiter, et créer un nouveau personnage, et vous voyez où cela mène le spectacle ? Il y avait un peu d'irrévérence chez Mitchell, que je pense que O'Neill partageait. Il a appelé le maïs de l'espace Casa, parce que c'est quelque chose que O'Neill aurait dit. Alors, il a capté cette ambiance. Ben a fait des combats à l'épée, puis il s'est sali avec des vrais trucs au corps à corps. C'est ce qu'il aimait faire. Il n'a que quelques années de moins que moi, mais il était en assez bonnes conditions physiques pour faire tout ça. Et bien sûr, Vala était hilarante et ne remplace personne. Ensuite, vous entrez dans les scénarios de Camelot et les scénarios des Ori, parce qu'ils sont nouveaux. Et parce que les méchants sont nouveaux. La dynamique entre l'équipe et l'ennemi a également changé. De toute évidence, Claudia et moi nous sommes beaucoup amusés à travailler ensemble. Et l'équipe s'est beaucoup amusée à écrire des trucs géniaux pour que nous puissions jouer dans ce genre de dynamique antagoniste que nous avions établi dans Prometheus. Cela a continué, c'était une très bonne relation. Beau Bridge avait enfin comblé le vide laissé par Don Davis. C'était amusant de voir Rick aux commandes, mais Beau, en tant que général Landry, a apporté une certaine gravité que nous n'avions pas vue dans ce rôle depuis Don Davis. Je dois dire que j'ai vraiment aimé travailler avec Beau, car lui et Robert Picardo, un autre gars avec qui j'adore travailler, avaient une approche très similaire. Nous étions habitués à ce que les acteurs s'échangent leurs répliques sur le plateau. Mais Beau et Bob étaient très particuliers. Ils venaient toujours au bureau et disaient très respectueusement « Nous voulions apporter quelques modifications au script. Parfois, ce seraient les changements les plus insignifiants. Comme pouvons-nous changer le « le » en « un » particulièrement pour Bob qui était sur Star Trek Voyager depuis tant d'années. Il n'était pas autorisé à changer une seule ligne. Ceux-ci étaient des extraits de Chevron Locker, un tout nouveau livre sur Stargate, pour l'instant uniquement en anglais.